bonsoir! Dans le précédent vidéo, nous avons vu que Jason, un pauvre enfant difforme, s'est peut-être noyé dans le lac ou peut-être pas, c'est pas clair. Puis 21 ans plus tard, sa mère est venue pour le venger. Mais qu'est-ce qu'il a foutu pendant 21 ans? On ne sait pas. Hein? Puis pourquoi il n'est pas intervenu pour sauver sa mère pendant qu'elle se faisait décapiter par Alice? On le sait pas. Puis après, ben, il a décidé de venger sa mère. Puis après, il a continué à tuer. Il a pris goût. Hein? Mais il a fini par se faire abattre par un kid de 12 ans. Alors, vendredi 13, chapitre 5, une nouvelle terreur. C'est ça. Ben, le film commence par une nuit orageuse. Nous voyons le jeune Tommy se rendre près d'un cimetière proche de la tombe de son cher Jason. Mais là, il y a deux pilleurs de tombes qui s'amènent. Fait que le jeune Tommy, il va vite se cacher derrière les buissons. Puis il les regarde. Puis eux autres aussi, ils se rendent sur la tombe de Jason. Puis ils commencent à le déterrer. Et là, on le voit, Jason, qui a été enterré avec son masque puis avec sa machette. C'est bizarre. Oui. Mais là, Jason, il se réveille. Puis là, il tue les deux cons. Puis là, il se lève de sa tombe. Puis là, tout de suite, il regarde Tommy. Il était pas si bien caché que ça, hein? Fait qu'il s'amène vers Tommy, mais il marche lentement. Lentement. Puis quand il lève sa machette, là, il la lève comme ça. Mais Tommy aurait eu tout le temps qu'il voulait, même plus, pour crisser son camp. Mais là, non, il fait rien. Il est figé complètement lui-même. Et puis là, Tommy se réveille, ce n'était qu'un rêve. Alors Tommy se réveille dans une voiture. Et là, il est en route vers la Pinehurst Halfway House. C'est une maison proche d'un lac pour les jeunes en difficulté, dirigée par le docteur Matt et assistée par une incroyable blonde nommée Pam. Pam, c'est un peu un mélange entre un ange et une porn star. Fait qu'on peut dire que dans ses malchances, Tommy, pour une fois, il est bien tombé. Et bien sûr, ce sera la nouvelle Final Girl. Ça, on le devine. Hein? Et on est 6 ans après que Tommy a pété les plombs. 6 ans après le 4. Ça veut dire qu'on est en 90. Hein? Puis pourtant, le film là, dont on parle, il est sorti en 85. Ça veut dire que le film se passe dans le futur. C'est un film de science-fiction déjà. Ah bon? Ben bref, maintenant, Tommy est adolescent. Pas vraiment. L'acteur il a quasiment 30 ans, mais il est supposé avoir 17 ans, mettons. Puis il a fait plusieurs hôpitaux psychiatriques. Il parle pas beaucoup, il a pas l'air normal. Dans la maison se trouve un autre patient, nommé Joey. Un mangeur compulsif, un peu simplet. Il est gentil, mais il emmerde tout le monde. Il y a Vic aussi. Lui, là, c'est un violent psychopathe, c'est clair. Pourtant, on lui donne une hache et on le laisse dans la cour de la maison avec tous les autres jeunes. Il n'y a pas de problème. Vic, lui, il veut juste une chose, c'est qu'on le laisse en paix. Mais Joey, lui, il veut lui donner sa barre de chocolat. Puis il tient en hostie, hein, à lui donner son hostie de barre de chocolat. Vic veut rien savoir. Puis il avertit 2 fois de le laisser tranquille. Lui, il insiste, le gros con. Puis il met sa barre de chocolat juste sur la bûche. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Bah, je sais quoi. C'est ça, Vic la casse en 2. Puis là, Joey le prend très mal. Il lui dit qu'il va le lui payer. Il dit qu'il est un faux cul, un salaud, un fumier, pourri et minable. Il dit ça à un psychopathe armé d'une hache. Évidemment, dès que Joey se retourne, Vic le massacre avec sa hache. Alors un peu plus tard, la police arrive sur les lieux. On voit qu'ils ont déjà embarqué Vic. Le shérif demande au docteur si Joey avait des parents ou de la famille qui pourrait avertir. Puis le docteur lui dit que non. Sa mère est morte en lui donnant naissance. Son père, ben on ne sait pas. On imagine qu'il traîne quelque part. C'est ce que le docteur dit. Puis, il y a 2 ambulanciers qui s'amènent pour prendre le corps. Un jeune trentenaire, arrogant, et un quinquagénaire, nommé Roy. Le jeune con découvre le corps de Joey. Il enlève le drap.
Puis là, il s'amuse de la réaction de tout le monde parce que le corps est en morceaux. Mais Roy, sa réaction est intense. Quand le jeune con se moque de Roy, Roy lui jette un regard de tueur. Étrange! Alors, à partir de cette scène-là, ben, tout le monde va commencer à mourir. Pendant que Tommy, il se met à voir Jason partout, tout le temps. Alors, très vite, la belle Pam se retrouve seule avec le jeune Reggie. Elle va courir pendant très longtemps, sous la pluie, en petite blouse blanche, avec rien en dessous. Yes! La Final Girl va découvrir des cadavres artistiquement disposés partout sur son parcours. Et bien sûr, un cadavre est encore une fois projeté à travers une grande fenêtre. Reggie fait tout, pendant que l'autre a fait juste crier. Il fonce carrément sur Jason avec un tracteur. Après ça, il y a Tommy qui sort de sa transe, puis il vient essayer de s'interposer, mais il est tellement fucké qu'il se demande s'il est en train d'halluciner quand il se retrouve devant Jason. C'est-tu vrai? Fait qu'il reste figé. Jason lui entaille méchamment le torse. Heureusement, Tommy, ça le fait sortir de sa torpeur, hein? Puis il a l'occasion de blesser Jason avec son canif dans la cuisse. Puis ça a l'air de faire mal. Il met une éternité à grimper au grenier de la grange. Hein? Puis il met presque autant de temps juste à soulever son hostie de machette qui a l'air de peser tellement lourd. Fait que Reggie, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette sur Jason pour le faire tomber du grenier. Puis on devine qu'il va tomber sur la grille de tracteur qu'on a vu en gros plan juste avant. Sauf qu'il ne tombe pas, le bougre. Il s'accroche au bord du grenier. Oui, mais là, Tommy, comme par hasard, il retrouve juste assez d'énergie pour venir lui massacrer les doigts pour le faire déprendre. Fait qu'il finit par tomber. Et là, coup de théâtre, il est démasqué. Et on se rend compte que c'est Roy, l'ambulancier. On ne s'en est jamais douté. Il avait l'air si normal. Hein? Oui. Quelle surprise! On apprend ensuite à l'hôpital par la bouche du shérif que Joey, le gros débile, c'était le fils de Roy. Alors Roy a pété les plombs et il s'est déguisé en Jason. Puis il a commencé à tuer tout le monde. La belle Pam se dirige vers la chambre où repose Tommy, sur une douce musique pleine d'amour. Tommy se réveille et il sourit à Pam. Mais soudain, il lui plante un couteau dans le ventre et il commence à rigoler comme un psycho dans une scène d'un comique involontaire irrésistible. Tommy se réveille encore en sursaut et se rend compte que la scène n'était qu'un rêve. Il respire, referme les yeux, soulagé. Puis quand il les rouvre, il voit Jason qui se tient juste à côté de lui. Mais Tommy, il sait que ça peut pas être réel. Non. Alors il se concentre intensément et il réussit à faire disparaître sa vision. Triomphant, il se dirige vers la petite commode de sa chambre. Il ouvre un tiroir et il saisit le masque de Roy qui le regarde intensément. Soudain, il entend des pas dans le couloir. C'est Pam qui vient le voir pour de vrai cette fois. Puis là, pendant une demi-seconde, on croit, comme elle, que Tommy s'est échappé parce que la fenêtre est pétée. Mais non, Tommy il est là derrière elle. Il s'amène vers Pam. Puis ça finit de même. Ce Jason, sans hésiter, c'est le pire Jason de toute la franchise. Il est tellement lent. Hostie qu'il est lent. Il est jamais menaçant. Puis à chaque fois qu'il soulève sa machette, on a l'impression qu'elle pèse une tonne. Sans parler de son masque avec les flèches, maintenant bleues et inversées. Hein? Les flèches pointent vers son nez sans raison. C'est vraiment laid. Je déteste ce Jason et je lui donne 0 sur 10. 0 sur 10 pour moi aussi. Le rôle de la Final Girl est partagé entre 3 personnages. Pam pour le côté fantasme mouillé pour ado, Reggie pour l'action et Tommy, il est là pour apporter un semblant de continuité à la franchise. Mais c'est tout.
Il fige, puis il hallucine, c'est tout ce qu'il fait. Il sert à rien. Du coup, en gros, c'est Reggie, le gamin, qui fait tout seul, comme j'ai déjà dit. Une chance qu'il était là, le kid. Hein? Parce que sinon, c'est difficile pour moi d'être objectif quant à Pam. Comme Final Girl, je la mettrais dans la catégorie Eye Candy. Visuellement parfaite, mais décevante pour le reste. Je lui donne 5 sur 10. Oui. Moi, je donne 4. C'est bon. Quant au film en général, ben c'est pas fort. Hein? C'est ni plus ni moins qu'un gros ramassis de clichés. Les personnages sont encore plus stéréotypés que d'habitude. Certains sont carrément insupportables. Et je pense surtout au couple de redneck idiots Ethel et Junior. Je sais, c'est pas un couple, c'est la mère et son fils. Mais c'est peut-être aussi un couple. Vous comprenez? L'idée de remplacer Jason par un copycat killer, c'était pas bon au départ. Mais quand même, ça aurait pu être mieux exécuté que ça. Pourquoi avoir autant insisté sur le regard de fou de Roy l'ambulancier? Est-ce que c'était utile de le zoomer sur son regard de fou pendant 5 minutes pour qu'on comprenne qu'il y a quelque chose qui va pas avec lui? Bref, c'est nul. Comme tous les 5e films de toutes les franchises. Je sais pas si tu as remarqué. Je donne au film la note de 1 sur 10. Et ça, c'est seulement pour la beauté de Melanie Kinnaman dans le rôle de Pam. Oui. Voilà, 1 sur 10. Ben, moi, je donne 2 sur 10 parce que, comme tu dis, la fille, là, extraordinaire. Mais parce que j'ai apprécié quand le gros, Il meurt. Quand il meurt, là. Malgré tous ses défauts, ce 5e film a été un beau succès. Ouais. Mais en même temps, la plupart des fans de la franchise détestent ce film à cause de l'absence de Jason. Mais voilà, Jason était mort et enterré, là c'est clair. Alors comment faire pour le ressusciter? Alors le film commence dans une voiture, encore une fois. Nous retrouvons Tommy Jarvis, cette fois interprété par un certain Tom Matthews. Tommy est accompagné par son ami, un certain Alan Hawes. Les deux hommes roulent en pleine nuit. Ils se sont temporairement échappés d'un hôpital psychiatrique. Tommy souhaite se rendre à la tombe de Jason pour brûler son cadavre, dans l'espoir que ça stoppe ses hallucinations. Quand il ouvre le cercueil et voit son cadavre décomposé, soudain la folie lui reprend. Et il arrache l'un des poteaux en fer de la clôture du cimetière. Puis là, il commence à... Il plante ça dans la dépouille de Jason. Une fois calmé, il lance le masque de hockey sur son cadavre. Puis là, il sort de la tombe pour saisir la jerrycan d'essence. Mais tout à coup, 2 puissants éclairs frappent la barre de fer qui est restée plantée dans le cadavre. Tommy enfile les gants et retire la barre de fer du cadavre. Mais il est trop tard. Alors soudain, Jason se rassoit et attrape Tommy. Mais celui-ci arrive à se déprendre de son emprise. Tommy s'éloigne de la tombe tandis que Jason en sort. Halls, il essaie de s'interposer en frappant Jason en pleine tête avec la pelle, mais Jason se tourne vers lui et il le transperce brutalement avec sa main nue. Halls, il tombe dans le cercueil de Jason qui se referme sur lui. Jason se tourne à nouveau vers Tommy, qui court vers son pick-up et s'enfuit. Après le générique, on voit Tommy arriver en courant dans le bureau du shérif pour le prévenir que Jason est de retour. Et excédé par l'attitude du shérif qui ne veut pas l'écouter, Tommy, il saisit un fusil accroché tout près. Mais là, Garris et son assistant l'empêchent de s'en servir et il enferme Tommy dans la cellule du bureau. Pendant ce temps, sur la route près du cimetière, un couple de moniteurs, ils font la rencontre de Jason qui se tient juste devant leur véhicule. Darren, il saisit un revolver de la boîte à gants. Il lui tire dessus, mais la balle ne semble même pas déranger Jason, qui transperce l'imprudent avec sa barre de fer et l'envoie valser derrière lui comme si c'était une poupée de chiffon. Lisbeth tente maladroitement de sortir du véhicule, mais elle tombe dans un trou d'eau. Elle essaye d'amadouer Jason en lui tendant son portefeuille. Mais Jason, il l'empale avec sa barre de fer. That's it. C'est ça. Bye Parce bye. que elle a pensé que si elle donne l'argent, ben, il va se faire le visage, acheter des costumes Armani, quelque chose comme ça. Ah oui. Alors le lendemain matin, nous faisons la rencontre de la fille trop sexy du shérif, la très charmante Megan.
Elle arrive au bureau de son père avec 3 de ses amis, Sissy, Court et Paula. Tous ces jeunes gens sont des moniteurs engagés pour travailler au camp d'été de Forest Green. Le groupe vient prévenir le shérif que 2 des moniteurs attendus ne se sont pas présentés hier soir. Alors de sa cellule, Tommy dit qu'ils sont peut-être morts. Tommy explique aux jeunes confus que Jason est revenu à la vie, la veille au soir. Le shérif Garris croit que Tommy essaie de faire un espèce de prank de mauvais goût et la seule personne dans le bureau du shérif qui semble disposée à croire Tommy, c'est Megan. À moins qu'elle fasse juste semblant de le croire parce qu'elle mouille pour le beau gosse mystérieux et cinglé. Pendant ce temps au cimetière, le vieux gardien alcoolique rebouche la tombe de Jason qui sera maintenant pour toujours celle de Halls. Plus tard, 5 employés de bureau participent à une game de pinball dans la forêt, près du camp. Jason s'en prend d'abord au plus agressif d'entre eux. Il se défoule sur un arbre avec une machette. Alors Jason lui saisit le bras et le lance si fort contre un arbre que son bras, qui tient toujours la machette, reste dans la main de Jason. Jason fait ensuite un beau triplé en décapitant 3 autres participants en une seule shot. Wow! Pendant ce temps, les enfants arrivent au camp. Garris décide finalement de ne pas porter d'accusation contre Tommy par peur d'ébruiter la rumeur que Jason est de retour. Alors, avec son partenaire, ils escortent Tommy pour le jeter en dehors de la ville. Cette nuit-là, le gardien se fait tuer par Jason avec sa bouteille d'alcool brisée. Un couple qui pique-niquait près de là se font zigouiller, eux autres aussi. Court, l'un des amis de Megan, s'envoie en l'air avec une date dans son VR. Quand soudain, le courant est interrompu. Court trouve le fil électrique coupé. Et là, sa date, elle dit à Court qu'il devrait peut-être quitter les lieux au plus vite. Alors Court les conduit rapidement sur l'autoroute principale, tout en écoutant à fond Alice Cooper. Ce qui est cool. Mais ça l'empêche d'entendre sa blonde qui se fait attraper par Jason qui s'était caché dans la salle de bain du véhicule. Et il l'amène brutalement à l'intérieur, puis il lui écrase violemment la tête à travers le miroir et le mur en aluminium du véhicule. Jason s'approche ensuite de Court, qui ne se doute de rien. Soudain, Jason lui transperce le crâne avec un couteau de chasse, ce qui cause, évidemment, un accident. La voiture qui tourne! Mais Jason émerge indemne hors du véhicule. Puis là, il se tient debout sur le VR, puis là, il se la joue, il se pense le roi du monde. Tommy cherche un moyen de se débarrasser de Jason dans un manuel d'occultisme. Pourquoi pas? Alors le shérif Garris et ses hommes font la découverte des corps massacrés. Garris est maintenant convaincu que Tommy a de nouveau pété les plombs et a perpétré lui-même ce massacre, dans le seul but qu'on croit au retour de Jason. Tommy appelle Megan d'une cabine téléphonique en lui disant qu'il a besoin de son aide pour stopper Jason. Et bien sûr, Megan saute sur l'occasion. Elle n'attendait que ça, la coquine! Elle va le chercher en voiture et l'aide à obtenir le matériel dont il a besoin. Vaseline, condom et... Oui, c'est ça, entre autres. Mais ils sont pris en chasse par l'un des hommes du shérif. Megan se pense dans un Fast and Furious et elle appuie à fond sur le champignon en nous donnant une scène de poursuite et avec, en bonus, un genre d'érotisme un peu étrange que moi j'ai jamais vu ailleurs. Mais Megan ne va pas très loin parce que son père a fait mettre en place un barrage. Et donc ils finissent par se faire arrêter. Et Tommy retourne dans sa cellule. Ben oui. Une fois au camp, Jason tue Sissy et Paula. L'une en lui arrachant la tête et l'autre en la massacrant à coups de machette. Par contre, Jason ne s'en prend pas aux enfants. Non. Quand son père lui apprend que Tommy a soi-disant tué Court et sa partenaire, Megan lui demande à quelle heure on a estimé la mort. Puis elle lui cloue le bec en lui disant que ça peut pas être Tommy puisqu'il était avec elle à ce moment-là. Pris de court, Garris, il trouve rien à lui répondre. Il retourne au camp pour checker les moniteurs et les enfants. Évidemment, Megan profitera de l'absence de son papa pour faire sortir son homme de prison
en piégeant très facilement le crétin d'assistant du shérif. On voit que il l'embrasse, puis elle dit non, oui, Au ok, début. je veux. Alors, une fois au camp, Garrus et ses hommes se séparent, ce qui est toujours une mauvaise idée dans un slasher, et l'un d'entre eux crève quand Jason lui lance une fléchette dans le front. Un autre officier trouve la petite prieuse, la petite blonde, juste avant que Jason les surprenne. La petite s'enfuit, alors que l'officier il vide son chargeur sur Jason, ce qui le chatouille à peine, hein, comme d'habitude. Et ça ne l'empêche pas de lui écrabouiller le crâne. Ensuite, Garrus se retrouve enfin face à Jason. Il va-tu le croire, là? Dès qu'il lève sa machette, Garrus le shoot. Suite à cette première balle, il met, j'ai compté, 23 secondes pour revenir à la vie. Mais ensuite, il met juste 3 secondes pour se remettre de la deuxième balle et puis 1 seconde pour la troisième. Plus il meurt, plus il est boosté. C'est fascinant. Alors, puisque Garrus a vidé sa carabine, ben, il la balance et il dégaine son revolver. Puis, il en vide le chargeur sur Jason. Et puis, tout à coup, Garrus a l'idée de viser sa cervelle, ce qui surprend Jason à peine 1 seconde. Alors Garrus est à court d'idées, fait qu'il décide de courir. Tommy et Megan sont de retour au camp. Megan est contente de retrouver les gosses vivants, mais elle s'inquiète de ne pas voir son père. Tommy lui dit de se servir de la radio d'une des voitures de police. Alors elle ouvre la portière d'une voiture et a la bonne surprise d'y voir la tête de sa copine Sissy. Alors on retrouve ensuite Garrus, et il sort de sa cachette et il saute sur Jason. Ensuite, il frappe sur Jason avec une branche, puis avec une grosse pierre. Jason le plie en deux, mais dans le sens où d'habitude ça plie pas. Ouch, ça fait mal. Alors Tommy a monté à bord d'une chaloupe avec une énorme pierre parce que dans son livre occulte, il a appris apparemment que pour détruire un monstre, on doit le réexpédier à l'endroit où il est entré dans notre monde. Et puisqu'il s'est noyé dans le lac Cristal et qu'il est revenu à la vie, ben Tommy il pense qu'il doit attirer Jason à ce même endroit et l'enchaîner là pour qu'il y reste pour toujours. Dans ce film, on confirme que Jason est une créature surnaturelle. Jason revient au chalet où sont cachés tous les enfants. Est-ce qu'il a changé d'avis et il décide de massacrer les enfants? Yes! Dès que Megan entend les enfants crier, elle se précipite sans hésiter vers le chalet. Jason défonce tout le chalet pour faire coucou à Megan et il lui saisit ensuite le crâne et commence à le presser. Mais Tommy, il crie à Jason pour lui rappeler que c'est lui qu'il veut, pas elle. Et sans raison, Jason se désintéresse de Megan. Pourtant, ça y aurait pris juste 1 seconde pour tuer Megan. Surtout que Megan, elle rate là la meilleure occasion de se taire. Elle crie à Tommy, ce qui passe tout près de tout gâcher. Et là, Tommy, il doit vraiment être en train de se dire « Non mais quelle connasse celle-là! Intérieurement. Oui, je vais juste baiser, mais après ma colisse. Alors lui est obligé de se remettre à crier à Jason que non, c'est lui qui veut, pas elle. Jason marche jusqu'à la chaloupe de Tommy. Il nage pas, lui. Il marche au fond du lac. C'est vraiment bon signe quand il marche là, tranquillement. Il est lourd, Il mange vraiment. Pour un squelette, il est lourd en Christ. Imaginez-vous là, Jason qui s'en va tranquillement, puis là, de l'eau est trop haut, fait qu'il fait... Ben Non, voyons donc. ça aurait pas été... Voyons donc. Jason qui nage, ça marche pas. Non. Il est vraiment cave, là, Tommy. Parce que, tu sais, Jason, quand il vient comme ça, là, puis il voit de l'or, puis il fait... T'es où? Putain, t'es où? Jason? Mais oui, esti. T'es en bateau, de l'eau est plus que 2 mètres, espèce de mangale. Alors après un long moment, Jason surgit du lac et essaye d'attraper Tommy, qui lui, il essaye de lui passer la chaîne autour du cou. Jason s'élance sur Tommy, puis du coup, il casse sa chaloupe en deux. Et Tommy, il a eu le temps de l'enchaîner. Et comme prévu, Jason est attaché à la pierre et il coule au fond du lac. Sauf qu'il lâche pas Tommy, qui coule avec lui.
Alors, une fois que Tommy s'arrête de grouiller, Jason le lâche. Et Tommy remonte à la surface. Sauf qu'il flotte la tête dans l'eau, ce qui est jamais bon signe. Hein? Alors, Megan, elle voit son homme, qui a l'air mort, et elle se lance à sa rescousse. Sauf que Jason, il lui attrape la cheville et il essaye de l'entraîner, elle aussi, au fond. Mais elle essaye de mettre le moteur du bateau en marche. C'est pas facile à faire quand il y a un monstre qui te tire par le fond. C'est pas facile. Mais elle finit par y arriver. Et elle se sert de l'hélice du bateau pour décapiter Jason. Elle n'y arrive pas, mais elle lui brise méchamment le cou. Ça fait « Ciao! » Alors Megan sort enfin Tommy de l'eau. Et elle réussit à le réanimer. Mais oui, elle va encore baiser. Là. Miracle! Alors, de retour au fond de l'eau, Jason nous fait de l'œil. Alors, dans ce chapitre, tout d'abord, Jason. On a engagé un cascadeur, comme chaque fois. C'est un certain Dan Bradley qui sera choisi. Mais après une première journée de tournage, le producteur n'est pas satisfait du physique de Jason. Apparemment, il trouvait qu'il avait un trop gros cul. Bradley sera donc remplacé par C.J. Graham. Par contre, les scènes tournées avec Bradley seront quand même gardées au montage. Globalement, je trouve que le Jason dans ce 6e chapitre est très très bien. Hein? Il a beau être un zombie, il est énergique. Par contre, je suis pas fan de sa ceinture de charpentier. Mais c'est correct. Alors, je donne un gros 8.5 sur 10. OK. Mais moi, là, 10 sur 10. Jason, you're the best in this. That's it. La Final Girl, Megan. En fait, le rôle de la Final Girl ici est partagé entre Megan et Tommy. Hein. Mais Megan, comme la plupart des Final Girls de la franchise, est très jolie. Et en fait, elle n'est pas de putain de vierge. C'est ça. Elle est très différente des autres. Elle n'a pas du tout le côté coincé. Au contraire, elle est entreprenante. Elle est active, elle est drôle, elle est pleine d'énergie. Elle n'hésite pas à risquer sa propre vie pour aller défendre les enfants qu'elle entend crier. Et c'est quand même elle qui tue Jason à la fin, avec l'hélice. Puis en plus, elle sauve Tommy en le ranimant. Pas mal du tout pour une Final Girl. Mais oui. Je donne la note de 8.5 aussi sur 10. Moi, c'est carrément 9.8. Avec son aspect fantastique, fièrement assumé, son autodérision qui réfléchit et sa Final Girl pas comme les autres, Vendredi 13, chapitre 6, compte parmi les meilleurs de la franchise. Je lui donne un gros 9.5 sur 10. C'est bien. Je vais donner carrément 10. J'adore le make-up, j'adore Jason et j'adore son cul. Oui. J'adore la fille, j'adore justement qu'elle n'est pas nulle, mais elle est sexy en même temps. Elle est drôle, elle est jolie. Elle n'est pas moumoune et elle crie pas tout le film. J'adore tout. Tout dans le film, j'adore tout. Vendredi 13, chapitre 7. Un nouveau défi ou A New Blood. Déjà à l'époque, en 1987, les fans fantasmaient sur un possible crossover entre Jason et Freddy. Mais c'était malheureusement pas possible. Hein, tout simplement parce que un appartenait à Paramount et l'autre à New Line. Quelle autre icône de l'horreur pourrait s'opposer à Jason? Et là, l'idée est venue. Pourquoi pas Carrie? Vendredi 13, chapitre 7 commence avec une scène qui se passe 10 ans plus tôt. Nous voyons une pauvre petite fille qui assiste impuissante à une dispute entre ses parents, durant laquelle son papa frappe sa maman. Cette situation semble provoquer un violent stress émotionnel chez l'enfant qui se réfugie dans le lac à bord d'une chaloupe. Son père, il tente de lui expliquer qu'il n'a pas voulu faire de mal à sa maman et qu'il est désolé. Mais la petite fille lui dit « Je te déteste, je voudrais que tu meurs! Et là, le quai commence à shaker. Et il s'écroule avec papa qui coule au fond. Puis elle fait « Papa! Mais tu veux qu'il meure ou pas? » Tina se réveille dans une voiture conduite par sa maman. Nous sommes de retour dans le présent.
Tina, qui n'a jamais pu se pardonner elle-même d'avoir tué son père, hein, elle a été placée dans une série d'établissements psychiatriques, comme Tommy avant elle. Et aujourd'hui, sa mère l'a conduit dans la maison près du lac, où l'événement traumatisant a eu lieu. Cette très mauvaise idée est celle du docteur Cruz, qui prétend que Tina, pour se sentir mieux, doit absolument affronter ses peurs sur le terrain. Le chalet voisin est loué par une bande de jeunes qui préparent un surprise party pour l'anniversaire d'un de leurs amis, nommé Michael. Parmi le groupe, il y a Maddie, la geek, il y a Eddie, le weirdo, Robin, David, Russell, Ben, Kate, Sandra et Melissa, la garce. Et il y a le beau Nick. En voyant la timide Tina, Nick a le coup de foudre, ce qui rend bien sûr Melissa, la garce, malade de jalousie. Après une séance extrême avec le Dr. Cruz, Tina sort du chalet pour prendre l'air. C'est là qu'elle va sentir la présence de Jason qui dort au fond du lac. Elle le prend pour son père. Tina se concentre intensément. Et puis tout à coup, notre bon vieux Jason se réveille. Alors, Jason a l'air surpris. Jason se réveille et a l'air un peu surpris que sa chaîne se brise tout seul. Mais il se laisse monter à la surface. Quand Tina le voit surgir de l'eau, ben elle est surprise, elle aussi. Et puis elle tombe dans les pommes. Alors Jason sort tranquillement du lac. Alors quand Tina revient à elle, elle raconte ce qu'elle a vu. Mais le Dr. Cruz répond que bien entendu, ça ne peut être qu'une hallucination. Et Michael, que tout le monde attend, ben, il est tombé en panne. Et qu'est-ce qui arrive quand on tombe en panne dans un slasher? On crève et c'est ce qui va lui arriver. Hein? Il se fait zigouiller par Jason qui lui plante un piquet de tente dans la colonne vertébrale. Chose étonnante, Tina, elle voit la mort de Michael à distance. Alors Jason s'en prend ensuite à un couple de campeurs. Il se débarrasse d'abord du gars en passant son poing au travers. Il vient ensuite s'occuper de la fille qui attend son mec dans un sac à couchage. Jason, il referme le sac et il traîne son paquet près d'un arbre. Et là, il swing la pauvre fille contre l'arbre. Ce meurtre est l'un des plus cools de la franchise. Tina trouve le piquet de tente dont Jason s'est servi pour tuer Michael. Il est planté sur le cadre de la porte du chalet. Effrayée, elle court le dire à sa mère et au docteur Cruz. Le docteur y arrive le premier. Quand sa mère et Tina le rejoignent, le docteur leur montre qu'il n'y a rien. Pendant ce temps, Sandra et Russell s'apprêtent à prendre un bain de minuit dans le lac. Russell ne rejoindra jamais Sandra dans l'eau, puisqu'il se fait brutalement assassiner. Jason va ensuite s'en prendre à Sandra sous l'eau, comme le requin de Jaws. Au moment où le docteur Evil commence à trouver des cadavres dans la forêt, Madame Shepard, la mère de Tina, trouve ses notes, ainsi que le piquet de tente que le bougre a caché dans son bureau. Au retour du docteur, Madame Shepard le confronte et l'accuse de vouloir accentuer les pouvoirs de sa fille en la torturant juste dans son intérêt personnel. Tina entend le docteur dire à sa mère qu'il compte la ramener à l'hôpital pour lui faire subir une suite de traitements choc. Tina se sauve aussitôt avec la voiture de sa mère. Pendant ce temps, Maddie, la geek, elle s'arrange et se maquille pour tenter de séduire David. Jason la surprend. Maddie fuit jusqu'à une cabane pleine d'outils. Et Jason la trouve et la tue avec une faucille. Jason tue ensuite Ben et Kate, qui faisaient l'amour dans la camionnette du groupe. Alors la garce Melissa a eu l'idée de se servir du crétin de Eddie pour essayer de rendre Nick jaloux. Elle n'a pas compris que Nick en a rien à foutre. Mais oui, réveille là! Et maintenant qu'Eddie essaie de lui faire l'amour, Melissa le rejette en lui disant qu'elle se crisse complètement de lui. Au même moment, David laisse Robin au lit et il va se chercher de la bouffe.
Bien sûr, il se fait tuer par Jason. Mhm. Eddie se fait tuer de manière rapide et sans douleur par Jason, qui met ainsi fin à ses souffrances. Mhm. Robin, maintenant qu'elle nous a montré ses jolis seins, elle peut mourir. Dans la forêt, Madame Shepard et le docteur Cruz rencontrent Jason. Le bon docteur a le réflexe de se servir du corps de Madame Shepard, hein, Il fait comme... Hey, comme bouclier. il est momone. Tina tombe sur le docteur en fuite qui lui apprend que sa maman les a quittés. Tina fuit avant que le docteur se fasse enfin trucider par Jason avec une jolie débroussailleuse. On aurait tous aimé une mort plus jouissive, plus spectaculaire pour le docteur Cruz. Oui. Mais au Bon, moins, ben, il est mort. Imaginez une machette comme ça, là. Tranquillement, en dessous. Tranquillement, c'est le mot-clé. Entre ses couilles. Puis tu fais comme ça. Ouais. Et puis, ça sort de sa Ah ouais. bouche. Tina se retrouve finalement face à face avec Jason. Tina se concentre et donne un bon coup de jus à Jason. Mhm. Mais bien sûr, ensuite, il se relève. Il passe au travers la fenêtre du chalet où Tina s'est réfugiée. Tina va se blottir dans les bras de Nick, qui ne sait pas trop quoi faire pour l'aider. Baise-elle, baise. Mais ils n'ont pas le temps. Ah. Mélissa les trouve pathétiques et elle se moque de leur boogeyman jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte et se retrouve justement face à face avec le boogeyman en personne. Jason lui plante sa hache dans la face et la pitch Yes. derrière la TV. Adieu, la garce. Nick et Tina essaient d'échapper à Jason qui leur bloque la sortie. Ils choisissent de monter à l'étage. Et quand Jason monte à son tour, Tina lui fait exploser une lampe sur la tête. Jason tombe et passe au travers de l'escalier. Il s'en prend aussitôt à Nick en le lançant au sol, ce qui suffit à rendre Nick KO. Jason commence à l'écraser avec son pied, mais Tina lui comprime alors le crâne avec la sangle de son masque. C'est dégueulasse. Et là, son masque, il fend. Et il révèle le joli visage de Jason, Ben. qui ressemble à ça. Joli. Et elle l'étrangle en utilisant le fil électrique d'une lampe au plafond. Jason se retrouve pendu. Tina aurait aussi bien pu le laisser pendre comme ça. Mais bizarrement, elle choisit de trouer le plancher pour faire chuter Jason de 2 étages. Comme si Jason était hors d'état de nuire parce qu'il est tombé de 2 mètres. Voyons donc! Alors évidemment, Jason attrape Tina et l'amène au sous-sol avec lui. Et là, il est fâché. Il fait... Mhm. Tina, elle a encore plein de tours dans son sac. Alors d'abord, elle lance une poignée de clous sur Jason, puis elle ouvre un bidon d'essence avec laquelle elle asperge Jason. Et là, Tina ouvre la chaudière qui allume Jason, qui se change en torche humaine. Nick revient à lui juste au moment où ils doivent justement fuir avant que la maison n'explose. Et ils ont juste le temps d'atteindre le quai quand badaboum! Ouf! Ouf! C'est fini. Sauf que non. L'explosion a propulsé Jason derrière Tina. Et au moment où le couple s'apprête à partir, il attrape Tina et il la lance. Nick, qui étrangement avait un gun sur lui depuis le début, hein? Mais il n'a jamais pensé à s'en servir. Là, il pense que c'est le moment approprié. Il sort son gun. Hein? Puis il fait 3 trous de plus sur Jason, comme si ça allait changer quoi que ce soit. Jason désarme Nick en 1 seconde. Et encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend et il le lance plus loin. Et en plus, il atterrit confortablement dans une chaloupe. Jason se retourne ensuite vers Tina, pendant que celle-ci fait bouillir le lac. Juste au moment où Jason se penche pour attraper sa Tina, il y a un monsieur qui surgit de l'eau derrière lui. Et il attrape Jason et l'emporte avec lui au fond. Eh ouais, on reconnaît que c'est le papa de Tina. Lui a passé 10 années dans l'eau. Et pourtant, il est frais comme une rose. Hein? C'est à peine s'il est un peu sale. En tout cas. Tina s'évanouit, puis fondue au noir. On amène Tina en ambulance aux côtés de Nick, qui demande où est Jason.
Et Tina, énigmatique, elle se contente de lui répondre en disant « On s'en est occupé ». Et le film se termine sur l'ambulance qui s'éloigne au loin. Alors Jason, ce 7e film introduit le très sympathique cascadeur Kane Hodder dans le rôle de Jason. Pour la plupart des fans, Jason, c'est lui. Le look de Jason dans ce chapitre est, pour moi, le look le plus badass de toute la franchise. C'est le meilleur look ever pour Jason et j'hésite pas, attention, à lui donner 10 sur 10. Ouais, moi aussi je donne 10 sur 10. Encore une fois, dans ce chapitre, on n'a pas une Final Girl comme les autres. Bien sûr, ses pouvoirs font d'elle un adversaire beaucoup plus coriace pour Jason. Quand le duel commence, c'est vraiment jouissif. Alors, je donnerais à cette Final Girl, à la fois coincée et badass, la note de 8.5 sur 10. Moi, c'est 9.5 parce Oh que là là. elle est jolie, elle est vierge, mais elle crie pas, elle se bat quand même bien. Oui, j'aime beaucoup. Alors, le film, en général, l'histoire est absurde, hein, je trouve. La coïncidence qu'une télékinésique passe par Crystal Lake et ressuscite accidentellement Jason en pensant qu'il est son père, qu'il est mort dans ce même lac, c'est un peu gros, hein? Le père de Tina qui est resté dans le lac pendant tout ce temps est inexplicable. La police n'aurait jamais repêché le corps. C'est quoi, ils n'ont pas fait d'enquête, ils n'ont pas fait d'autopsie, ils l'ont même pas enterré? Oui, mais ils font pas ça pour Des pour alcooliques? Jason, non. Non, c'est vrai, pour Jason, Jason. ils se sont pas forcés. Jason, Parce que parce c'était que- juste un retard. Oui, lui était alcoolique, pareil. Quant au look de papa à la fin, Bickler a expliqué qu'au départ, il ressemblait à un zombie, mais que c'est une bonne femme de la MPAA, le comité de censure du cinéma américain, qui l'a forcé de lui donner un look propre, sans quoi son film allait être classé R. D'ailleurs, Bickler a dû censurer tous les meurtres de son film, parce qu'ils étaient jugés trop violents. Les personnages de ce chapitre sont tellement stéréotypés qu'ils en sont comiques. On a l'impression de regarder un bon gros nanar. J'adore ce chapitre. Sauf que, comme Vendredi 13, troisième partie, la fin est complètement nulle. Le coup du cadavre qui surgit du lac, ça fait 3 fois qu'on voit la même scène. Et le fait que ce soit le père de Tina, c'est complètement nul. Ça n'a pas le moindre sens, c'est à chier. Mais malgré ce détail, puis malgré tous les défauts, puis cette fin débile, j'ose donner à ce nouveau défi la note de 8.5 sur 10. Moi, je suis d'accord, j'ai donné 8.5 aussi. Yes, sir. Yeah. Friday the 13th, part 8. Jason Takes Manhattan. L'ultime retour en France. Nous sommes sur un bateau. Jim raconte à sa copine Susie la légende de Jason Voorhees, qui était un enfant tout à fait normal, avec tous ses cheveux et un crâne bien formé. Mais ce que les deux jeunes cons ne savent pas, c'est que l'ancre de leur bateau se prend dans un câble électrique sous-marin et provoque un court-circuit, ce qui va bien sûr ressusciter le gros feignant de Jason qui dormait là au fond depuis 1 an déjà. Jason s'amène, armé d'un fusil à harpon, mais rate complètement son coup et il tire dans le mur, à au moins 30 cm de la tête de Suzy. Qu'est-ce qui se passe avec Jason? 5 ans plus tôt, là, avec la même arme, il a eu sa victime en plein dans l'œil. Ce qui se passe. Alors Suzy s'enfuit, mais Jim reste figé là comme un con. Ce qui laisse tout le temps voulu pour Jason pour lui planter son fusil dans les entailles. Et il sort pour s'occuper de Suzy, cachée dans la trappe de stockage, l'endroit le plus visible du bateau. Ce 8e chapitre raconte une croisière à bord du bateau Lazarus, destiné à amener les finissants de la Lakeview High School vers Manhattan à New York pour la remise de leur diplôme. Le voyage est une initiative de la prof Colleen Van Dusen et est chaperonnée par le biologiste Charles McCullough. C'est un vieux trou de cul. Regardez-moi son enthousiasme quand la prof lui apprend que sa propre nièce, Rennie, va monter à bord. Mais la raison de son inquiétude, c'est parce que Rennie souffre de la phobie de l'eau.
À bord du bateau se trouve aussi un jeune homme nommé Sean Robertson. Lui, c'est le fils du capitaine du bateau. Sur le bateau, Sean rencontre un matelot à l'air intense qui le met en garde en lui disant que le voyage est damné. Est-ce qu'il sait que Jason est monté à bord du Lazarus ou est-ce qu'il sait que c'est impossible qu'un bateau atteigne l'océan à partir d'un lac? Mystère! Mystère! JJ veut que Wayne descende avec elle dans la salle des machines du bateau pour y faire un vidéoclip parce que la sonorité est cool. Malheureusement, le naïf Wayne préfère rejoindre Tamara, qu'il trouve trop sexy. Sexy! Et JJ descend seul. Et elle n'aura même pas le temps de finir sa première chanson parce que Jason descend lui faire coucou et lui fracasse le crâne avec sa guitare. Pendant ce temps, Rennie a sa première hallucination. Elle voit le jeune Jason à la tête toujours parfaitement normale, frappé au hublot de sa cabine en criant « Au secours !» Tamara, la garce, en pince pour Julius, un champion de boxe en herbe qui gagne tous ses combats. Tamara est clairement la mauvaise fille de ce 8e chapitre. Alors qu'elle entraîne son amie Eva dans la consommation de cocaïne, elle se fait surprendre par Rennie, puis par McCullough, qui lui donne rendez-vous dans sa propre cabine avec ses devoirs de bio. Eva s'inquiète et demande à Tamara ce qu'elles vont faire. Tamara lui dit qu'elle va s'occuper de McCullough. Par contre, c'est Rennie qui risque de leur causer des problèmes. Tamara a entendu parler de la phobie de l'eau de Rennie. Alors elle la pousse accidentellement dans l'eau. Oups! Il va être désolé, là! La prof se dépêche de lancer une bouée à Rennie qui se fait tirer vers le fond par le Jason enfant qui essaie de la noyer. C'est pas des blagues. Heureusement, elle est sauvée par le beau Sean, qui n'hésite pas à sauter à l'eau pour lui venir en aide. Pendant ce temps, l'adversaire battu de Julius, le boxeur, se détend dans le sauna, quand soudain, il se fait enfoncer une pierre brûlante dans le thorax par Jason. Tamara, la pute, reçoit McCullough en peignoir dans sa cabine, en lui offrant du champagne, avant de lui exposer son devoir de bio. Tamara se jette sur son prof. Quand il réalise que la scène a été filmée, il prévient Tamara qu'elle va regretter ça. Tamara s'apprête ensuite à prendre une douche. Jason défonce la porte de la salle de bain et lui agrippe son peignoir. Tamara se retrouve à poil. Jason entre dans la salle de bain et il se dirige vers le miroir pour le briser et se servir d'un morceau de verre pour régler le cas à Tamara. Eva rencontre ensuite Jason. Elle panique. Elle monte, elle descend, elle ouvre des portes et se retrouve sur une piste de danse où la musique joue à plein volume et dont les spots sont tous en marche. Jason fait son entrée. Eva essaie toutes les issues pendant que Jason se téléporte partout, tout autour d'elle, jusqu'à ce qu'il apparaisse finalement à 30 cm de sa gueule et l'étrangle. Wayne trouve son amie JJ morte. Puis Jason le pitch sur un panneau de contrôle, provoquant instantanément un court-circuit, mettant carrément le feu à Wayne puis au navire. La salle des machines explose, pendant que dehors une tempête fait rage. Ça va pas bien, ça va pas bien. Le bateau prend rapidement l'eau. Rennie continue de voir apparaître le jeune Jason. En même temps que le gros Jason, lui, il surgit derrière elle. Ils sont en double. Le petit Jason devant, le gros derrière. N'importe quoi. N'importe quoi. Et il l'attrape à travers le hublot. Rennie attrape par chance la plume que sa prof lui avait donnée et elle la plante dans l'œil de Jason. Colleen a trouvé moyen de descendre un canot de sauvetage du navire. Au moins, elle a fait quelque chose d'utile. Et tout le monde embarque, laissant Jason tout seul sur le bateau. Notre bande de joyeux lurons finit par arriver vivant à Manhattan. Toute cette distance là, que le groupe a parcouru en ramant, là, ben Jason, là, il l'a fait en nageant aussi vite qu'eux.
Bien sûr, à peine arrivé à New York, le groupe se fait tout de suite agresser par une bande de voyous parce qu'on est à New York. Les voyous s'éloignent du groupe avec leur portefeuille et avec Rennie. Julius, le boxeur, il essaie de les rattraper, mais McCollum l'en empêche en disant qu'ils doivent plutôt prévenir la police. Puis, il décide, comme un con, que la meilleure chose qu'il puisse faire maintenant, c'est de se séparer. Jason sauve la princesse de son agresseur. Le violeur crève et tombe sur la pauvre Rennie. Pendant que le voyou numéro 2, il vide son gun sur Jason qui en... Bang, 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 bang. Il encaisse tout sans broncher comme d'habitude. Jason fracasse le crâne du criminel sur un tuyau. Rennie réussit enfin à se dégager du poids de son défunt agresseur et prend la fuite. Julius trouve une cabine téléphonique et tente de contacter la police, mais il est interrompu par Jason qui est vraiment toujours partout au bon moment. Julius grimpe sur le toit d'un immeuble. Jason se téléporte pour le rejoindre. Julius entreprend alors son combat ultime, le combat de sa vie. Après qu'il lui ait donné 57 coups de poing, Jason lui décroche un seul coup de poing, mais tellement puissant que Julius en perd la tête, qui tombe direct dans un container. Tout le groupe se retrouve, même Julius, du moins sa tête. Il prend ensuite le policier par derrière. Il l'emporte dans une ruelle, dans un petit coin sombre. Hein? Rennie s'installe au volant, mais Jason s'est déjà téléporté devant le véhicule. Rennie fonce sur Jason, qui s'est maintenant changé. C'est le jeune Jason, qui est maintenant difforme. Rennie entre en transe de plus belle et fonce droit sur une clôture en bois qui fait exploser la voiture. Heureusement, tout le monde s'en sort indemne. Et là, Rennie entre encore en transe. Cette fois, en fixant une flaque de pétrole en feu. Elle se voit enfin à bord d'un canot sur le lac avec son cher oncle si sympathique qui lui dit qu'il est maintenant temps pour elle d'apprendre à nager si elle ne veut pas finir comme le petit Jason Voorhees qui ne savait pas nager. Il pousse violemment la petite Rennie à l'eau et elle se fait attraper par Jason. Yes! Qui la tire vers lui. Yes! Ouais. Rennie se tourne alors vers son oncle et elle lui dit qu'il l'a poussé dans l'eau. Le vieux con se défend en disant que c'était pour son bien. En plus, il l'a retiré de l'eau et lui a sauvé la vie. Alors Rennie s'enfuit. Sean pousse le vieux con dans les déchets avant de courir rattraper Rennie. Puis Jason revient à lui et il s'approche de McCollum. Le vieux con court se cacher dans un immeuble désaffecté. Il monte à l'étage. Puis il se fait aussitôt lancer par la fenêtre parce que Jason s'est téléporté dans l'immeuble. Jason prend le vieux débris et il le plonge dans un baril de déchets toxiques. C'est satisfaisant. Oui. Sean retrouve Rennie. Ils ont tout juste le temps de s'échanger un bisou chaste de puceau. Quand Jason les retrouve, le couple court et entre dans une station de métro. Il saute en vitesse dans un wagon, mais Jason s'est bien entendu téléporté dans un autre wagon. Rennie crie « Aidez-nous !» mais tous les passagers sont catatoniques et pas un seul ne réagit. Sean actionne l'arrêt d'urgence qui envoie Jason au plancher. Le couple en profite pour sortir du métro. Et quand Jason sort à son tour, Sean lui saute dessus pour le faire tomber sur les rails et l'électrocuter. Encore! Ouais. Le couple d'amoureux visite New York. Jason les a déjà rejoints en se téléportant juste derrière eux. Sean et Rennie entrent dans un restaurant et disent à la serveuse blasée qu'ils doivent appeler la police parce qu'un maniaque les poursuit. Et elle leur répond « Bienvenue à New York! » Jason défonce le mur du resto. Sean et Rennie s'éclipsent par derrière. Sean et Rennie aboutissent maintenant dans une ruelle derrière le resto. Mais bien sûr, Jason, qui les suivait derrière eux, s'est téléporté devant eux. Un peu pris au dépourvu, le couple descend dans une bouche d'égout. Le couple arrive en face d'un ouvrier de la voirie qui leur dit qu'ils ont 10 minutes pour évacuer les lieux avant que l'égout ne se fasse inonder de déchets toxiques.
Bien entendu, le trio se fait surprendre par Jason qui se jette brutalement sur le brave ouvrier innocent, propulsant du même coup le jeune Sean contre le mur. Jason s'approche de Sean, qui est inconscient, mais Rennie le surprend en lui braquant sa lampe torche sur la tronche. Elle lui dit « Tu ne m'as pas eu dans le lac, tu ne m'auras pas maintenant. » Puis, elle s'enfuit en courant. Rennie s'arrête près d'un contenant de produits toxiques. Elle saisit le contenant et le vide sur Jason, qui arrive juste à ce moment. Jason se met à fondre. Rennie revient en courant vers Sean, qui revient à lui lentement. Rennie l'aide à courir pour sortir de l'égout, au plus crisse, tandis que le vieux Jason essaie de marcher en titubant péniblement comme un ivrogne. De même. Ce qui ne l'empêche pas pourtant de rattraper les jeunes avant qu'ils ne parviennent à grimper vers la sortie. Il attrape la cheville de Rennie, tandis que Sean essaie d'ouvrir la griffe. Il n'est pas capable. Soudain, Jason se tourne vers un bout du tunnel et voit arriver le liquide toxique. On entend le jeune Jason dire « Maman, ne me laisse pas me noyer, maman. » Jason a peur et il vomit dans la caméra, avant de se faire submerger par le liquide toxique qui a l'air particulièrement corrosif. Rennie jette un coup d'œil sous elle et voit le visage de Jason surgir du liquide en se dissolvant. Puis Sean et Rennie voient que le gros Jason s'est magiquement transformé en petit Jason, en caleçon, qui dort paisiblement, tout beau, tout frais, sur le sol de l'égout. What the fuck? Alors, le look de Jason. Non seulement de la chair s'est reformée sur ses os, par rapport au set, mais le tissu de ses vêtements s'est aussi reformé, ce qui est plus bizarre. Et sa face, elle ressemble à un masque de citrouille d'Halloween en plastique qu'on trouve au Dollar Store. Je donne à ça, Jason, la note de 2 sur 10, juste pour Kane Hodder que j'adore. Moi, je donne juste 0.5. Désolé. Le personnage de Rennie en tant que Final Gun ne mérite pas plus de 3 sur 10, à mon avis. Non! 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 Pas plus que 1! Le titre du film, c'est Jason Takes Manhattan. En réalité, 80% du film se passe sur un bateau. 18% du reste a été filmé à Vancouver, au Canada. Et pas plus de 2% du film a été vraiment filmé à Manhattan. Donc, le film en soi est une fraude. En plus de ça, le scénario comporte tellement d'incohérences débiles qu'on pense à plusieurs reprises qu'il a dû être écrit par un enfant. Calice. Le Jason qu'on voit constamment apparaître dans le film, le jeune. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une hallucination ou pas? C'est pas clair. N'importe quoi. La fin est tellement ridicule que j'ai pas de mots pour la décrire. Le liquide toxique a lavé et purifié Jason qui est redevenu un enfant innocent? Qu'est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est seulement Rennie qui le voit comme ça? Possible. Qu'est-ce qu'on en sait? On sait rien. Jason qui se téléporte. My God! Je donne à ce film la triste note de 1 sur 10. Pourquoi 1? Juste parce qu'il y a quelques scènes drôles que je trouve cool. Comme le coup de poing, comme quand Jason monte sa face au voyou. Et aussi pour l'interprétation toujours aussi bonne de Kane Hodder. Toujours aussi badass. Oui. Voilà. C'est bien. Moi, je donne la note 0.5, mais ça, c'est juste parce que je déteste le film au complet. Mais je trouve que la tonnerre ou l'éclair en dessous de l'eau, quand le film commence, c'est quand même cool. Ça, c'était bien fait. Moi, j'aime ça. Ouais. Mais c'est la seule chose que j'aime. Fait que fuck off, 0.5 va te faire foutre. C'est de la merde. C'est de la merde totale. Comme un masque. Mais notre vidéo finit comme ça, mais c'est pas fini, hein? Non. Il reste encore 4 autres films pour conclure l'histoire de notre Jason. À suivre tout ça. Yes. Mais restez avec nous. Soyez patients, ça me prend un temps fou à préparer. Ensuite, tourner, c'est plaisant, mais après, ça me prend une éternité à monter. Donc, ça va prendre du temps. Soyez patients.
Ça s'en vient. À bientôt. Restez creepy. C'était creepy, motherfucker. All but his best, he's the man behind the mask. Moi c'est grippe sous la force et patte, c'est l'homme derrière le masque. Tu t'abonnes ou on te fait la peau.